le 14 octobre 1944, à 5h47. 180 milles nautiques au nord-ouest de Luçon, Philippines, l'air d'avant l'aube, le goût du sel et de l'huile moteur. Le lieutenant Takeshi Yamada se tient sur le pont du porte-avions Zuikaku, observant les mécaniciens effectuer les dernières vérifications sur son Mitsubishi A6M0. Les ailes de l'avion tremblent légèrement dans le vent océanique, non pas de peur, mais d'anticipation. Autour de lui, 10 à 9 autres pilotes accomplissent les préparatifs rituels, serrant les bandeaux Hachimaki, glissant des lettres d'adieu dans leur combinaison de vol, vérifiant les niveaux de carburant une dernière fois. Ils sont le vent divin, kamikazes, et aujourd'hui ils mourront. Mais contrairement aux milliers qui sont morts avant eux dans des combats conventionnels, ces hommes ont choisi leur mort, l'ont calculé, l'ont perfectionné. Chaque pilote a répété son plongeon, à finale des centaines de fois, étudiant les schémas défensifs américains, chronométrant les intervalles de rechargement, exploitant les lacunes mathématiques entre les salves anti-aériennes. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Takeshi a 23 ans. Avant la guerre, il étudiait l'ingénierie à l'Université impériale de Tokyo. Son esprit gravite naturellement vers les nombres, les angles, la physique. Il a calculé tout ce qui concerne la mission d'aujourd'hui avec une précision obsessionnelle. L'altitude au début de l'attaque. 6000 mètres. L'angle de plongée. 45 degrés. La vitesse terminale, environ 650 km/h. Le temps pour les artilleurs américains de repérer et tirer, 8 à 12 secondes. La probabilité d'impact direct d'un obus, conventionnelle à ces vitesses, moins de 3%. Le commandant Hiroshi Saito, leur chef d'escadron âgé de 31 ans, rassemble les pilotes près de la superstructure de l'îlot. Son visage porte le calme éprouvé d'un homme qui a déjà fait la paix avec le lever du soleil qu'il ne verra pas demain. Les navires américains se rassemblent près du golfe de Leyte, comme en île, la voie ferme comme l'acier. Leur invasion dépend du soutien naval. Nous brisons ce soutien, nous brisons leur offensive. Il déplie une photographie de reconnaissance montrant des croiseurs américains en formation. L'USS Bennington, l'USS Montpellier, l'USS Nashville. Des navires modernes hérissés de canons anti-aériens, mais les rapports de renseignement de Saito ont documenté leurs limitations. Des obus à fusée temporelle nécessitant des calculs précis, des intervalles de rechargement de 4 à 6 secondes, des schémas défensifs prévisibles. Ils nous attendent, continue Saito, mais nous connaissons leurs faiblesses. Nous avons étudié leur schéma de tir pendant 10 à 8 mois. Approchez depuis plusieurs vecteurs simultanément. Utilisez le soleil. Exploitez leurs intervalles de rechargement. Ils ne peuvent pas tous nous arrêter. Les pilotes acquiescent. Ils ont vu les taux de réussite. Une attaque kamikaze sur 3 atteint sa cible. Ces probabilités, incompréhensibles dans la guerre conventionnelle, sont exceptionnelles pour des missions suicides. Takeshi touche la photo de Keiko, sa jeune sœur, glissée à l'intérieur de sa veste de vol. Elle a 6 ans sur la photo, souriant dans leur jardin familial à Osaka, le jardin que les bombes américaines n'ont pas encore atteint. Il pense 20 minutes de temps de vol. C'est tout ce qui sépare son monde de l'effondrement. À 6h15, les moteurs s'allument en séquence. Les héros décollent par paires, tournant une fois avant de se former. En bas, le porte-avions rétrécit jusqu'à devenir un jouet gris sur un plateau bleu infini. Takeshi s'autorise un dernier regard vers le navire, le dernier sol solide qu'il verra jamais. Puis il tourne vers l'est, vers la flotte américaine, vers les mathématiques de leur extinction. Ce qu'aucun d'entre eux ne sait, ce que les renseignements japonais ont rejeté comme de la propagande, c'est que les mathématiques ont changé. Les Américains ont brisé l'équation, et dans 10 à 8 minutes,
Takeshi Yamada sera témoin d'une technologie qui ne devrait pas exister, d'une physique qui ne peut pas être possible, d'une mort délivrée par des mains invisibles. Le ciel devant eux semble vide, paisible. Il n'est ni l'un ni l'autre. 6h33. 120 km de la cible. La formation vole en configuration V parfaite, 20 zéros tranchant les nuages matinaux comme une pointe de flèche d'acier. Le tableau de bord de Takeshi brille doucement, la jauge de carburant indiquant 3/4 plein, la pression d'huile normale, la température du moteur optimale. Tout le système mécanique fonctionne précisément comme prévu. Tout ce qui est humain aussi. Le silence radio maintient la sécurité opérationnelle, mais Takeshi peut voir le zéro de Saito devant lui, les ailes oscillant légèrement, le signal pour la vérification finale des systèmes. Un par un, les pilotes font osciller leurs ailes en réponse. Tous les systèmes nominaux, tous les hommes prêts. Takeshi revoit le plan d'attaque une fois de plus, la mémoire musculaire et la répétition mentale, fusionnant en une certitude automatique. Phase 1. Approche à haute altitude, 6000 mètres, pour éviter la détection radar aussi longtemps que possible. La technologie radar américaine est bonne, mais pas parfaite, surtout contre les petits chasseurs monomoteurs. Phase 2. Lors de la détection, se diviser en sépronsinfo. 4 groupes de 5. Attaquer du nord, du sud, de l'est et de l'ouest simultanément. Forcer les artilleurs américains à diviser leur attention. Submerger leur contrôle de tir. Phase 3. Commencer le plongeon terminal à 3000 mètres. Un angle de 45 degrés maximise la vitesse tout en maintenant le contrôle. À 650 km/h, le temps de réaction humain devient insignifiant. Les artilleurs américains tireront où l'avion était, pas où il sera. Phase 4. Légères corrections de trajectoire dans les 500 derniers mètres pour éviter le tir de barrage. C'est la fenêtre critique, les 8 à 12 secondes, où les obus à fusée temporelle américains créent leur sphère défensive. Phase 5. Impact. La doctrine est solide, éprouvée au combat, prouvée à travers des centaines de frappes réussies. L'aviation navale japonaise a passé 3 ans à affiner ses tactiques contre la marine la plus avancée du monde. Les Américains sont redoutables, leurs radars excellents, leurs navires rapides, leurs artilleurs courageux, mais ils obéissent à la même physique que tout le monde. Les obus explosent à l'impact ou à des altitudes prédéterminées. Les deux nécessitent prédiction, calcul, chance. Contre un avion plongeant à vitesse terminale, effectuant des corrections imprévisibles, la chance s'épuise. À 6h41, la radio de Saito crépite avec un seul mot. Teki. Ennemi. La flotte américaine apparaît à l'horizon, un groupe de formes grises contre l'eau bleue, des sillages se déployant derrière eux comme des éventails blancs. Même de cette distance, Takeshi peut les voir manœuvrer, leur formation se resserrant. Ils savent que l'attaque arrive, mais savoir et arrêter sont des choses différentes. L'enseigne Akira Tanaka, volant à la gauche de Takeshi, est le plus jeune pilote, à peine 20 ans, fraîchement sorti de l'entraînement. Son zéro vacille légèrement, un micro-tremblement de nervosité trahissant ses mains. Takeshi lui avait parlé la nuit dernière, partageant du saké rationné du mess des officiers. « J'ai peur », avait admis Akira, la voix à peine un murmure. Pas de mourir, d'échouer, de plonger vers ce navire et de le manquer, que ma mort ne compte pour rien. Takeshi avait serré son épaule. « Tu ne manqueras pas. Fais confiance à ton entraînement. Fais confiance aux mathématiques. Les Américains ne peuvent pas arrêter un homme déterminé. Maintenant, regardant le zéro d'Akira se stabiliser, alors que la cible approche, Takeshi ressent un élan de fierté. Le garçon a maîtrisé sa peur, trouvé son courage. Dans 16 minutes, Akira Tanaka explosera en plein vol, à 21 mètres de sa cible, tué par une arme qu'il n'aura jamais vue. Sa mort ne comptera pour rien, mais Takeshi ne le sait pas encore. À 6h48, Saito donne l'ordre. 20-20, descendez. La formation se présente divise.
Le groupe de Takeshi s'oriente vers le plus grand croiseur, le Bennington, si les photos de renseignement sont exactes. Ces batteries anti-aériennes tournent déjà, suivant leur approche. C'est le moment pour lequel la doctrine les a préparées. Le moment où le courage rencontre l'acier. Takeshi pousse la manette des gaz vers l'avant. Le zéro répond instantanément, le moteur rugissant. La cellule tremblant alors que la résistance au vent augmente. Son angle de plongée se stabilise à 43 degrés, assez proche de l'idéal de 45. En bas, le Bennington grossit. Il peut voir les supports de canon individuels, les marins courant sur le pont, l'écume blanche de son sillage d'étrave. Le navire est beau d'une certaine manière, un chef-d'œuvre d'ingénierie humaine, condamné par les limitations de cette même ingénierie. Le tir anti-aérien américain commence. Des bouffées noires apparaissent dans le ciel, des obus conventionnels à fusée temporelle détonnant à des altitudes prédéterminées. Takeshi ajuste légèrement sa trajectoire, se glissant entre les explosions avec une facilité pratiquée. Les obus éclatent, où il était 2 secondes auparavant, nuages inoffensifs de shrapnel se dissipant dans l'air vide. Exactement comme la doctrine l'avait prédit. Son zéro hurle vers le bas. Vitesse 620 km/h. Altitude 2400 mètres. Temps jusqu'à l'impact environ 22 secondes. Les Américains tirent à nouveau. Plus de bouffées noires, plus de quasi-accidents. Les mains de Takeshi sont stables sur les commandes. Sa respiration calme. La mort approche, non pas comme terreur, mais comme certitude, comme accomplissement, comme les mathématiques se résolvant à leur réponse finale. Puis, à 2100 mètres, quelque chose d'impossible se produit. L'air devant lui explose. Pas où son avion est, pas où son avion était, mais où son avion sera dans 2 secondes. L'obus détonne à 20 et 1 mètre de son nez, une floraison massive de feu et d'acier qui remplit le ciel. Le shrapnel transperce son cockpit, transperce son aile gauche, transperce l'air lui-même avec un son comme la réalité se déchirant. Le zéro de Takeshi tremble violemment, son pare-brise se fissure, son aileron gauche se détache. Mais il vole encore, plonge encore, et son esprit, cet esprit d'ingénieur entraîné à analyser et calculer, hurle une seule question impossible. Comment ont-ils su où je serais? Les fragments de métal chaud sifflent autour de lui, certains pénétrant la fine peau d'aluminium de son zéro, ou d'autres passant à travers l'espace où il aurait été, si son avion n'avait pas légèrement dérivé dans la turbulence de l'explosion. Autour de lui, le ciel est devenu un enfer de fumée noire et d'explosions oranges. Takeshi peut voir d'autres zéros de sa formation plonger à travers le même barrage meurtrier, leurs silhouettes sombres se découpant contre les nuages matinaux. Certains émergent de l'autre côté des explosions, intacts mais secoués. D'autres disparaissent dans les boules de feu, transformés instantanément de machines volantes en débris tombants. Le Bennington est maintenant immense dans sa vision, remplissant presque tout son pare-brise fissuré. Il peut distinguer les visages individuels des marins américains sur le pont, peut voir les canons pivotants pour suivre sa descente, peut sentir la vibration de son moteur poussé au-delà de ses limites de conception. Chaque seconde s'étire, le temps semblant ralentir comme il le fait toujours dans les moments de combat intenses. Takeshi effectue une correction de trajectoire mineure, un ajustement instinctif basé sur 3 ans d'entraînement et d'expérience. Mais même alors qu'il bouge le manche de contrôle, même alors qu'il sent son zéro répondre, une partie de son esprit reste fixée sur cette explosion impossible. Les Américains ont tiré où il allait être, pas où il était. Cela viole chaque principe de guerre anti-aérienne qu'il a étudié. Cela défie la logique même de la balistique et du temps de vol des projectiles. Une autre explosion fleurit à sa droite, puis une autre à sa gauche. Les Américains tirent maintenant en salve continue, créant un rideau de feu à travers lequel aucun avion ne devrait pouvoir passer. Et pourtant, Takeshi continue, poussé par la doctrine, par le devoir, par le poids de 20 minutes de vol, et les visages de 10 à 9 camarades pilotes qui dépendent de son succès pour valider leurs propres sacrifices imminents. 6h49, 2000 mètres d'altitude. Les oreilles de Takeshi bourdonnent à cause de l'explosion de proximité. Le sang coule sur son visage là où des fragments du cockpit ont tranché son front.
Son aile gauche traîne de la fumée, les surfaces de contrôle endommagées mais fonctionnelles. Mais ces réalités physiques s'effacent derrière une impossibilité plus pressante. Les Américains tirent sur le futur. Un autre zéro, Takeshi reconnaît le marquage de queue comme étant l'avion du lieutenant Kawasaki, plonge vers le Montpellier. Il exécute une doctrine parfaite. 630 km/h, corrections en spirale toutes les 3 secondes, exploitant l'intervalle de rechargement entre les salves américaines. Puis l'air autour du zéro de Kawasaki détonne simplement. Pas une explosion. Sept, une sphère de feu et d'acier se matérialisant dans le ciel vide, entourant son avion de toutes les directions simultanément. Le zéro ne s'écrase pas tant qu'il se vaporise. Une seconde, une machine de guerre fonctionnelle. La suivante, un nuage de débris enflammés se répandant sur un demi-kilomètre de ciel. Pas de coup direct, pas de collision. Juste la proximité et l'anéantissement. La radio de Takeshi explose avec des voix paniquées, la doctrine s'effondrant dans le chaos. Il tire sur l'air lui-même. Impossible. Ils ne peuvent pas. Remonter. Remonter. Les obus suivent. Mais remonter signifie abandonner. Signifie l'échec. Signifie une mort sans sens au lieu d'un sacrifice utile. La voix de Saito coupe à travers la panique, une autorité d'acier martelée par des décennies de tradition navale. Maintenez l'attaque. Ils ne peuvent pas tous nous arrêter. Vent divin, en avant. Takeshi corrige sa spirale, compensant l'aileron endommagé. Son zéro tremble, la cellule protestant, mais répond. Le Bennington remplit maintenant sa vision, massif, gris, hérissé de canons qui tirent selon des schémas qui ne devraient pas exister. La doctrine antiaérienne traditionnelle crée des zones, des bandes d'altitude prédites où les obus explosent, forçant les avions attaquants à voler à travers ces zones et à accepter la chance statistique d'être bannis. Mauvais endroit au mauvais moment. Mais ces obus américains ne créent pas des zones, ils créent des sphères. Takeshi regarde avec horreur l'enseigne Tanaka, le jeune Akira qui craignait de mourir pour rien. Son zéro approche le Nashville dans un plongeon de manuel. Vitesse optimale, angle correct, spirale d'évasion exécutée parfaitement. Un obus américain explose à 10 à 8 mètres du cockpit de Tanaka. L'explosion ne détruit pas l'avion immédiatement. Au lieu de cela, elle épluche le zéro comme une main invisible déchirant du papier de riz. Le moteur se détache, dégringolant vers l'avant tandis que le fuselage se désintègre derrière lui. Takeshi le voit réellement à travers le cockpit se désintégrant, est encore vivant pendant peu, être 2 secondes, son corps maintenu dans le siège du pilote par rien d'autre que l'élan et les sangles, avant que l'explosion secondaire n'immole tout. L'image se grave dans l'esprit de Takeshi. Un jeune homme, courageux et condamné, tué par une technologie qui viole tous les principes de la physique de 1944. Altitude. 1200 mètres. La superstructure du Bennington remplit le pare-brise fissuré de Takeshi. Il peut voir maintenant des marins individuels, des visages tournés vers le haut, suivant son approche. Leurs canons antiaériens tournent avec une précision surnaturelle, les barils s'élevant à des angles que la doctrine de tir conventionnelle dit être mathématiquement inutiles à cette portée. Les canons tirent. Takeshi exécute un virage serré à droite. 3 secondes trop tôt, brisant la doctrine, faisant confiance à l'instinct plutôt qu'à l'entraînement. L'obus explose où il aurait été. À 20 et 1 mètre sur sa gauche, l'explosion crée un hémisphère de mort qui aurait déchiqueté son zéro. Mais Takeshi n'est plus là. Sa correction prématurée, le genre d'erreur humaine imprévisible qui devrait fournir un avantage de survie, l'a sauvé, pour environ 4 secondes de plus, parce que les Américains tirent à nouveau. Et encore, pas dans les intervalles rythmiques de 4 à 6 secondes que la doctrine japonaise a étudié et exploité pendant 3 ans. Mais en séquence continue, et qui se chevauche, chaque obus créant sa propre sphère de létalité. Chaque sphère positionnée où les calculs de ciblage prédisent que l'avion attaquant sera, pas où il était. C'est comme si les Américains avaient brisé le temps lui-même, appris à tirer en arrière du futur vers le présent. Altitude, 800 mètres.
Le zéro de Takeshi vole à travers un parcours de détonation. Chacune assez proche pour secouer la cellule, pour remplir le cockpit de l'odeur de cordite et de métal brûlant. Son aile gauche est maintenant déchiquetée, fournissant à peine de la portance. La pression d'huile baisse. La température du moteur grimpe dans les zones rouges. Mais il vole encore, plonge encore, à travers la fumée et le chaos, à travers le barrage impossible, vers cette cible grise qui grandit à chaque battement de cœur. Autour de lui, le vent divin meurt. Des 20 zéros qui ont commencé cette attaque, Takeshi n'en compte que 5 encore en vol. Les autres sont partis, non pas abattus de la manière glorieuse du combat aérien, mais effacés par des explosions de proximité qui ne leur ont donné aucune chance, aucun honneur, aucun moment final de but. Le zéro du commandant Saito, reconnaissable par la bande de commandement rouge, tente un dernier plongeon vers l'USS San Francisco. Son avion est déjà endommagé, traînant de la fumée, mais sa trajectoire est parfaite, la culmination de l'expérience d'aviation navale de toute une vie cristallisée en une géométrie finale et suicidaire. Les Américains tirent 3 obus, les 3 détonant à 15 mètres du cockpit de Saito. L'explosion combinée ne détruit pas, seulement le zéro, elle l'efface. Un moment, il y a un avion. Le moment suivant, il n'y a que de la fumée et des débris qui tombent, rien de reconnaissable comme ayant jamais été une machine ou un homme. La gorge de Takeshi est à vif. Il réalise qu'il a crié des mots, des malédictions, des prières à des dieux en qui il a cessé de croire pendant la première année de guerre. Ses mains agrippent le manche de contrôle si fort qu'elles sont devenues engourdies. Altitude. 400 mètres. Le Bennington est maintenant assez proche pour que Takeshi puisse voir des visages individuels sur le pont. De jeunes visages, des visages américains, des visages qui devraient avoir peur, mais qui montrent plutôt une concentration professionnelle sinistre. Des visages d'hommes qui savent que leur arme fonctionne, qui ont une confiance totale dans une technologie que leur ennemi ne comprend pas. Un plongeon de plus, une correction de plus, une tentative de plus pour que sa mort compte pour quelque chose au-delà de la preuve statistique de la supériorité américaine. Takeshi pousse la manette des gaz à puissance d'urgence. Le moteur endommagé hurle en protestation. La jauge de température bloquée dans le rouge. Son zéro accélère au-delà de 680 km/h, plus rapide que ce que la doctrine recommande, plus rapide que la sécurité. Mais la vitesse est son seul avantage restant. Il voit les canons américains le suivre, les voit tirer, et voit l'impossible se produire une dernière fois. L'obus détonne à exactement l'endroit où ses calculs mentaux, son instinct de pilote, et 3 ans d'expérience lui disaient de corriger sa trajectoire. Les Américains ne tirent pas où il est, ils ne tirent pas où il était, ils tirent où il sera, comme s'ils pouvaient lire ses intentions, anticiper chaque correction, prédire chaque mouvement d'évasion avant même qu'il ne les fasse. La sphère de shrapnel explose autour d'eux. Son zéro, avec une précision qui défie toute compréhension de la guerre moderne. 6h52. 200 mètres d'altitude. L'obus explose à 22 mètres de l'aile droite de Takeshi. L'onde de choc frappe comme un mur physique. Son zéro se retourne, le moteur s'arrête, les surfaces de contrôle ne répondent plus aux commandes désespérées. Pendant une seconde éternelle, Takeshi peint à l'envers dans ses sangles, regardant l'océan où le ciel devrait être, le ciel où l'océan devrait être. Puis, la physique se réaffirme. Le zéro roule, culbute, commence la vrille terminale qui termine chaque attaque kamikaze ratée. Mais Takeshi n'est pas encore mort. Son esprit d'ingénieur, même maintenant, surtout maintenant, catalogue chaque détail avec une précision clinique. L'explosion s'est produite à environ 22 mètres de distance, bien au-delà de la portée effective de la fragmentation d'obus conventionnels. Pourtant, son avion a subi des dommages catastrophiques causés par des éclats d'obus qui auraient dû se dissiper inoffensivement à cette distance. L'obus américain a détonné avant d'atteindre son avion. Pas à l'impact, pas à un intervalle chronométré, mais exactement à la distance requise pour une létalité maximale. Le ciblage n'était pas prédictif, il était réactif. L'obus savait d'une manière ou d'une autre où se trouvait son avion en temps réel et a détonné automatiquement
lorsque la proximité a atteint la portée de destruction optimale. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Chess Observation traverse l'esprit de Takeshi en 2 secondes, le temps qu'il faut à son zéro pour tomber de 200 mètres à 80 mètres. 2 secondes de clarté intellectuelle avant que l'océan ne se précipite pour le tuer. Il tire le manche vers l'arrière avec les 2 mains, toute sa force restante, concentrée sur un objectif impossible, se remettre de la vrille. Le zéro tremble, la cellule hurle, l'horizon s'incline, tourne, commence à se stabiliser. Une autre explosion. Celle-ci est plus proche. Peu. Être 15 mètres. L'onde de choc brise ce qui reste de son cockpit, les éclats d'obus transperçant son épaule droite, sa jambe, son tableau de bord. La section arrière du zéro se détache entièrement, mais d'une manière ou d'une autre, par chance, par compétence, par la résilience désespérément obstinée de l'ingénierie japonaise, Takeshi se stabilise à 20 mètres d'altitude. Sa vitesse a chuté à 380 km/h. Son avion est plus épave que machine, maintenu ensemble par des soudures, des prières et de l'élan. Mais il vole encore, et à ce moment, probablement le dernier moment de sa vie, Takeshi comprend. Les Américains n'ont pas seulement créé une nouvelle arme. Ils ont créé une nouvelle catégorie d'armes. Quelque chose qui fonctionne selon des principes que la physique japonaise n'a pas découverts. Une électronique miniaturisée au-delà de ce qui est techniquement possible. Des systèmes radars qui ne devraient pas fonctionner à l'intérieur de l'accélération violente du tir d'artillerie. Son esprit revient aux conférences universitaires sur les ondes radio, sur les fréquences réfléchies, sur les décalages Doppler et la détection de proximité. Des théories discutées comme des impossibilités intéressantes, des rêves techniques à des décennies de l'application pratique. Les Américains ont rendu l'impossible routinier, ils l'ont fabriqué par milliers, et ils l'ont déployé avec un secret si absolu que les renseignements japonais croient toujours que c'est de la propagande. À travers son cockpit brisé, Takeshi voit les 4 derniers zéros de son escadron effectuer leurs plongeons finaux. C'est, avec une certitude absolue née des mathématiques et de l'horreur, qu'aucun d'entre eux n'atteindra ses cibles. Il a raison. Chacun meurt dans une sphère d'explosion de proximité, chacun effacé par des obus qui explosent en géométrie létale parfaite autour de leurs avions. Chacun privé même de la miséricorde du combat direct, tué plutôt par une technologie qui transforme le ciel lui-même en champ de mort. Le zéro du lieutenant Oshima se désintègre à 300 mètres. Celui du sergent Kimura explose à 180 mètres. Celui de l'enseigne Watanabe se vaporise à 420 mètres. Celui du quartier-maître Hayashi cesse simplement d'exister, fusée de proximité et avion se rencontrant dans une annihilation mutuelle simultanée. Et puis, il n'y a plus que Takeshi. Son zéro est à peine en vol, effleurant les vagues à 15 mètres d'altitude, trop endommagé pour monter, trop lent pour manœuvrer, mais d'une manière ou d'une autre, impossiblement, se déplaçant toujours vers l'avant. La flotte américaine passe au-dessus de lui. Il a volé en dessous d'eux, sous l'angle de dépression minimum de leurs batteries antiaériennes, par pur accident et désespoir aérodynamique. Pendant peu, être 5 secondes, Takeshi vole dans l'ombre de l'USS Bennington, si près qu'il peut voir des taches de rouille sur sa coque, voir les visages des marins qui le regardent, voir les tourelles tourner vainement, essayant de suivre une cible qui est littéralement trop proche pour être touchée. Puis il les dépasse, les laisse derrière lui, seul sur un océan vide avec un avion mourant et le poids écrasant d'un échec tactique complet. Sa radio, endommagée mais fonctionnelle, crépite de silence. Pas de voix, pas de commande, pas de rapport. Des 20 avions qui ont commencé cette attaque il y a 10 à 9 minutes, seul le sien reste en vol, et en vol est généreux. Il coule lentement vers l'océan, la température du moteur dans le rouge, la jauge de carburant approchant du vide, la pression d'huile approchant de zéro. Takeshi essaie de se retourner vers la flotte américaine. Peut être une dernière tentative. Peut être. Son moteur se grippe avec un cri métallique. L'hélice s'arrête. Sa vitesse tombe en dessous du seuil de décrochage.
Le Zéro commence sa descente finale. Il n'y a pas de terreur dans ce moment. La terreur nécessite de l'incertitude, et Takeshi n'en a plus. Il n'y a que la conscience cristalline d'un homme qui a été témoin de l'avenir de la guerre et comprend que son camp, son pays, son armée, sa doctrine, se bat avec des armes du passé. L'océan est très proche maintenant, très bleu, très final. Takeshi cherche la photo de Keiko, toujours glissée dans sa veste malgré les éclats d'obus et le sang. Il pense à son jardin à Osaka, aux fleurs de cerisier qui ne fleuriront pas ce printemps, à une guerre que le Japon a déjà perdue, même si les combats continueront pendant des mois. Les Américains ont brisé l'équation, et les équations ne se soucient pas du courage, de l'honneur ou des vents divins. Le Zéro frappe l'eau à 140 km/h. L'impact est violent mais pas instantanément mortel. La cellule se plie, se tourde, commence à se remplir d'eau salée froide. Takeshi est projeté contre son harnais, la douleur explosive dans son épaule blessée le ramenant à une conscience aiguë. Il a peu, être 3 secondes avant que l'avion ne coule complètement. 3 secondes pour décider s'il veut vivre ou mourir. Ses mains trouvent la boucle de libération du harnais. Il tire. Le mécanisme fonctionne, le libérant de son siège. L'eau montait rapidement maintenant, remplissant le cockpit, froide comme la mort elle-même. Il se pousse vers le haut, à travers le cockpit brisé, émergeant dans l'air libre alors que son Zéro commence son dernier voyage vers le fond du Pacifique. Son gilet de sauvetage gonfle automatiquement, le maintenant à flot malgré ses blessures, malgré son épuisement, malgré le poids écrasant de la défaite. Le 14 octobre 1944, 14h23. Océan Pacifique, 47 km à l'est de la flotte américaine. Takeshi ouvre les yeux sur la douleur. Sa première pensée, je suis vivant. Sa deuxième pensée, pourquoi? Il flotte dans son gilet de sauvetage, le visage à moitié submergé dans l'eau salée qui brûle chaque coupure, chaque perforation, chaque blessure d'éclat d'obus couvrant son corps. Son épaule droite hurle quand il essaie de la bouger. La blessure d'éclat d'obus s'est coagulée, mais l'infection est inévitable. Sa jambe gauche ne répond pas correctement. Quelque chose de cassé à l'intérieur. Des os ou des nerfs ou les deux. L'épave de son Zéro a coulé. La seule preuve de son existence est la nappe de pétrole qui se répand autour de lui, des couleurs arc-en-ciel, sur l'eau bleue, belle et toxique. Takeshi flotte pendant des heures incalculables. Le soleil traverse le ciel, brûlant son visage, le déshydratant, le cuisant lentement dans sa combinaison de vol. Il dérive entre conscience et inconscience, des rêves fiévreux se mélangeant aux souvenirs, se mélangeant aux calculs mathématiques qui n'ont plus de sens. À un moment, il ne sait pas quand, il entend des moteurs. Un patrouilleur américain approche, la vague d'étrave blanche contre l'eau bleue. Les marins le pointent du doigt, de jeunes visages exprimant plus de curiosité que de haine. Ils le sortent de l'océan avec une douceur surprenante, l'allongeant sur leur pont, commençant à traiter ses blessures avec une efficacité professionnelle. Un marin, qui ne peut pas avoir plus de 20 ans, avec un accent suggérant quelque part dans le Middle West américain, demande en japonais cassé « Combien d'avions dans votre groupe ?» La voix de Takeshi est brisée par les cris, par l'eau, salée, par le choc. L'un marmonne quelque chose que Takeshi ne comprend pas. Un autre secoue lentement la tête. Il ne jubile pas. Il n'y a pas de célébration, juste le professionnalisme sinistre d'hommes qui ont été témoins de la mort à l'échelle industrielle et n'y ont trouvé rien qui vaille la peine d'être célébré. Le patrouilleur amène Takeshi à un navire plus grand, l'USS Nashville, l'un des croiseurs que son escadron a tenté d'attaquer. Sur le pont, les marins américains travaillent avec une efficacité pratiquée, effectuant la maintenance, se préparant pour le prochain engagement. Le navire ne montre aucun dommage. Pas d'incendie, même pas de marque de brûlure. Ving Zero sont attaqués cette flotte. Vingt, et n'ont rien accompli. Takeshi est emmené sous les ponts,
dans une installation médicale plus propre et mieux équipée que n'importe quel hôpital de campagne japonais qu'il ait jamais vu. Un médecin américain, aux cheveux gris, aux yeux fatigués suggérant trop de victimes traitées, trop de corps catalogués, examine ses blessures avec une minutie clinique. « Vous avez de la chance », dit le médecin en anglais, qu'un traducteur convertit en japonais. « La blessure à l'épaule est propre. La fracture de la jambe est simple. Vous vivrez ?» Takeshi ferme les yeux. « Ce n'est pas de la chance. » Le traducteur hésite, puis convertit cela. Le médecin interrompt son travail, étudie le visage de Takeshi pendant un long moment, puis hoche lentement la tête. « Non, » admet-il tranquillement. « Je suppose que ce n'est pas le cas. Ils lui donnent de la morphine, nettoient ses blessures, mettent sa jambe dans un plâtre approprié. Le traitant avec plus de soin que sa propre armée n'a montré à ses pilotes, armes jetables visant l'acier américain. » Dans la salle de convalescence, Takeshi rencontre 7 autres survivants japonais retirés de l'océan ce jour-là, les restes d'autres attaques kamikazes ratées. Tous racontent la même histoire. Approcher avec confiance, rencontrer des explosions impossibles, regarder leurs escadrons se vaporiser dans des sphères de feu qui ne devraient pas exister. Un pilote, le quartier-maître Nakamura, retiré de l'eau près du golfe de Leyte, a passé 6 heures à flotter avant le sauvetage. Je n'arrêtais pas de penser que c'était un cauchemar, chuchotait-il, la voix rauque, que je me réveillerais sur le Zuikaku et raconterais aux autres ce rêve impossible où les Américains avaient appris à tirer sur des fantômes. Un autre survivant, le lieutenant Sato, a perdu son bras droit, emporté par des éclats d'obus d'une explosion de proximité. Il fixe la cloison avec des yeux vides. « Nous nous sommes entraînés pour tout », dit-il à personne en particulier. Chaque éventualité, chaque schéma défensif. Mais comment s'entraîner pour des armes qui ne devraient pas exister? Takeshi n'a pas de réponse. Aucun d'eux n'en a. Le 10 à 7 octobre, 3 jours après l'attaque, un officier du renseignement américain visite la salle de convalescence. Il est plus âgé, peut être 50 ans, avec les yeux perçants d'un analyste professionnel et la posture prudente de quelqu'un qui porte des secrets classifiés. Par l'intermédiaire d'un traducteur, il demande à chaque survivant de décrire ce qu'il a vu. Les questions sont précises, cliniques, conçues pour évaluer combien les pilotes japonais comprennent des fusées de proximité. Quand vient le tour de Takeshi, il décide d'être honnête. Qu'importe maintenant le secret militaire japonais? Quelle doctrine s'applique encore quand la guerre est clairement perdue? Vos obus explosent près des avions sans coup direct, dit Takeshi. La détonation se produit automatiquement à portée de destruction optimale. La technologie nécessite une détection radio miniaturisée, fonctionnant probablement selon les principes de décalage Doppler, avec des circuits de tir automatisés résistants aux forces d'accélération d'artillerie. Les yeux du traducteur s'élargissent. L'expression de l'officier du renseignement ne change pas, mais il se penche légèrement en avant. Vous comprenez la technologie? J'ai étudié l'ingénierie à l'Université impériale de Tokyo. Avant. Takeshi fait un geste vague vers son corps blessé, vers le navire américain autour de lui, vers la guerre qui a consumé sa vie. Je comprends suffisamment pour savoir que le Japon ne peut pas contrer cela, ne peut pas l'égaler, ne peut pas y survivre. L'officier l'étudie pendant un long moment, puis demande « Que direz-vous à vos supérieurs quand vous serez rapatriés ?» Takeshi rite, un son amer et brisé. La vérité, que la technologie américaine a rendu les tactiques kamikazes obsolètes, que nous envoyons des hommes mourir dans des attaques qui ne peuvent pas réussir, que le courage et l'honneur ne signifient rien contre des armes qui violent notre compréhension de la physique. Et vous croiront-ils? Un autre rire amer. Non, ils appelleront cela de la propagande, du stress de combat, une pensée défaitiste. Ils continueront les attaques, continueront les morts, continueront à nourrir vos sphères invisibles de feu avec des pilotes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pilotes. L'officier du renseignement hoche lentement la tête. Vous avez probablement raison. Il se lève pour partir, puis fait une pause. Pour ce que ça vaut, vous êtes l'un des meilleurs pilotes que j'ai interrogés. Votre approche d'attaque était parfaite selon les manuels. Vous avez tout fait correctement. Mais j'ai échoué. Vous alliez toujours échouer. Les mathématiques ne mentent pas. Après le départ de l'officier,
Takeshi reste allongé dans sa couchette, fixant les tuyaux du plafond d'un navire de guerre américain et pense aux mathématiques. Il pense aux trajectoires et aux vitesses et aux courbes de probabilité, à la doctrine et à l'entraînement et à la confiance fatale de croire que le courage pouvait surmonter la technologie. Aux 20 pilotes qui sont morts avec une technique parfaite, abattus par des armes que leurs esprits ne pouvaient pas comprendre. Mais surtout, il pense au jardin de Keiko à Osaka, et à savoir s'il existe encore, et si n'importe quel jardin n'importe où peut survivre à ce que les Américains construisent. La morphine finit par l'emporter, le tirant dans des rêves où les obus explosent dans l'air vide, et le ciel lui-même a appris à tuer. Le 15 mars 1973, Osaka, Japon. Takeshi Yamada se tient dans le jardin de sa sœur, regardant les fleurs de cerisier tomber comme de la neige. Il a maintenant 52 ans. La blessure d'éclat d'obus dans son épaule fait encore mal quand la pluie approche. La jambe qu'ils ont soignée à bord de l'USS Nashville n'a jamais complètement guéri. Il marche avec une légère boiterie que personne ne mentionne. Mais ce sont de petits prix pour la survie. Le jardin de Keiko a prospéré dans les décennies depuis la guerre. Le cerisier dont il se souvenait de 1944, celui qui est apparu dans ses dernières pensées avant que son zéro ne frappe le Pacifique, se dresse toujours, plus vieux maintenant, noueux, mais beau. Le jardin s'est agrandi. Des azalées, du bambou, un petit étang de koi qui n'était pas là avant. Les bombes américaines n'ont jamais atteint cette partie d'Osaka. Le jardin a survécu. Keiko, maintenant 45 ans, apporte du thé sur un plateau en bois. Elle est professeure de mathématiques dans un lycée local, suivant les traces d'ingénieur de son frère, bien qu'elle ait choisi l'éducation plutôt que l'industrie. Tu penses encore à la guerre, observe-t-elle en s'installant à côté de lui sur le banc. Takeshi ne le nie pas. Le 14 octobre était hier, dans mon esprit. Certains souvenirs ne vieillissent pas. Elle a entendu l'histoire, des parties de celle-ci, au fil des ans. 20, 0. 19 morts. Un survivant qui a vécu pour être témoin de la renaissance industrielle du Japon, de sa transformation d'empire vaincu en puissance technologique. Les Américains avaient une arme que nous ne pouvions pas comprendre, dit Takeshi, regardant les fleurs dérivées. Une technologie qui semblait magique en 1944. Mais en une décennie, nous l'avons comprise. En 2 décennies, nous l'avions reproduite. En 3 décennies, nous l'avions améliorée. C'est l'étrange mathématique de la paix. Les ennemis deviennent des partenaires commerciaux. Les armes secrètes deviennent des produits commerciaux. La technologie impossible d'hier devient la norme de fabrication d'aujourd'hui. Regrettes-tu? Demande Keiko. L'attaque? La guerre? Takeshi considère cela attentivement. Je regrette le gaspillage. Je regrette le gaspillage. 20 pilotes, des hommes brillants, des hommes courageux, effacés en 10 à 9 minutes, parce que notre doctrine ne pouvait pas s'adapter assez vite pour égaler l'innovation américaine. Mais l'attaque elle-même. Il fait une pause, choisissant ses mots avec une précision d'ingénieur. Nous essayons de sauver le Japon. Nous avons échoué. Mais essayer n'était pas mal, même si nos méthodes l'étaient. Il sort une photographie vieillie de son portefeuille, la même photo qu'il a emportée au combat, maintenant fanée et fissurée. Keiko a 16 ans, souriant dans ce jardin même, inconsciente de la guerre qui allait consumer le monde autour d'elle. J'ai plongé vers ce navire américain en pensant à ce jardin, dit doucement Takeshi, à le préserver, à gagner du temps pour que le Japon survive, et de la manière la plus étrange, je l'ai fait. Pas par une attaque réussie, mais par une attaque ratée, par la survie, en vivant, assez longtemps pour voir le Japon se reconstruire en quelque chose de mieux que ce pourquoi nous nous battions. Un jeune couple passe devant la porte du jardin, des touristes probablement, visitant le quartier historique préservé d'Osaka. L'homme est américain, la femme japonaise. Ils rient ensemble, planifiant leur journée, inconscients du vieil homme qui regarde les fleurs de cerisier tomber. Takeshi sourit faiblement. C'est à cela que ressemble la victoire, pense-t-il. Pas un triomphe militaire, mais la continuation tranquille de la vie quotidienne. Des jardins qui fleurissent,
des étudiants qui étudient, des couples qui rient ensemble dans une langue qui combine l'anglais et le japonais naturellement, sans se souvenir quand de telles combinaisons étaient impossibles. L'arme qui a tué mon escadron, continue-t-il, s'appelait une fusée de proximité. Une technologie radio-miniaturisée dans des obus d'artillerie. Nous pensions que c'était impossible, mais les ingénieurs américains ont rendu l'impossible routinier, l'ont produit en masse, l'ont déployé si efficacement que les tactiques kamikazes sont devenues un suicide sans but. Et maintenant, le Japon fabrique une technologie similaire, une meilleure technologie, parfois. Nous avons appris de la défaite, nous avons étudié, nous nous sommes adaptés. Les armes qui semblaient magiques en 1944 sont des curiosités historiques en 1973. Keiko remplit son thé. Il s'assoit dans un silence confortable, regardant le jardin, écoutant les bruits de circulation lointains d'Osaka moderne, une ville reconstruite à partir de cendres, transformée par la même innovation technologique qu'il a autrefois dévastée. « Te demandes-tu jamais, demande finalement Keiko, à propos des marins américains qui t'ont sorti de l'océan, s'ils ont survécu à la guerre, s'ils pensent à ce jour ?» Takeshi s'est demandé. Plusieurs fois, il imagine de jeunes visages du Middle West, des mains tendues pour le soulever du Pacifique, l'efficacité et la compassion coexistant dans un geste qui a défini l'étrange miséricorde de la guerre industrielle. « J'espère qu'ils ont survécu, dit-il. J'espère qu'ils sont rentrés chez eux dans leur propre jardin, leur propre famille, leurs propres fleurs de cerisier. Peu importe comment les Américains appellent les fleurs de cerisier, une fleur atterrit dans son thé. Il la retire soigneusement, étudiant sa structure délicate, des pétales conçus par l'évolution pour attirer les pollinisateurs, créant par inadvertance une beauté que les humains célèbrent depuis des millénaires. « La fusée de proximité m'a appris quelque chose, » dit Takeshi. « Pas sur les armes ou la guerre ou les tactiques, sur le danger de supposer que votre ennemi est limité par les mêmes contraintes que vous acceptez. Nous pensions que les Américains ne pouvaient pas miniaturiser le radar. Nous avions tort. Cette erreur a tué 10 à 9 hommes en 10 à 9 minutes. » Il regarde sa sœur. « Ne suppose jamais que tu connais les limites de ce qui est possible. Ne confonds jamais ta compréhension actuelle avec une compréhension complète. L'univers a toujours plus de secrets que ton éducation ne l'a révélé. » Keiko sourit. « Tu devrais dire ça à mes élèves. Ils pensent que les mathématiques ont révélé tous leurs secrets. Les mathématiques ne révèlent jamais leurs secrets finaux. Nous découvrons simplement de nouvelles couches de complexité. » Il fait un geste vers les fleurs qui tombent, comme essayer de calculer la trajectoire de chaque pétale. Les équations existent, mais les calculer nécessite plus de patience que les humains ne possèdent. La lumière de l'après-midi change, dorée et chaude. Quelque part au loin, un train passe, le son du Japon moderne, de l'infrastructure reconstruite, d'une nation qui a transformé la défaite en innovation. Takeshi pense aux 20 Zeros qui ont décollé du Zuikaku le 14 octobre 1944, aux 10 à 9 pilotes qui sont morts avec une technique parfaite, abattus par une technologie qu'ils ne pouvaient pas anticiper, au seul pilote qui a survécu pour être témoin de la transformation du Japon d'un empire vaincu à un leader technologique. Les mathématiques de l'histoire sont étranges, réfléchit-il. Vous ne pouvez pas prédire quelles batailles comptent, quelles innovations s'avèrent décisives, quels moments de terreur se transformeront en leçons qui remodèlent l'avenir. Mais vous pouvez planter des jardins, vous pouvez enseigner les mathématiques, vous pouvez vous asseoir avec votre sœur un après-midi de printemps, regardant les fleurs de cerisier tomber, reconnaissant pour le don impossible de la survie. « Merci, » dit soudain Takeshi. Keiko le regarde, perplexe. « Pourquoi ? Pour avoir gardé le jardin vivant, pour m'avoir donné quelque chose vers quoi plonger. Pour être ici quand je suis rentré à la maison. » Elle serre sa main, comprenant sans mots. Ils s'assoient ensemble alors que l'après-midi devient le soir, alors que les fleurs continuent leur chute douce, alors que le jardin qui a survécu à la guerre et au temps et à la proximité de la mort continue sa floraison tranquille. En fin de compte, pense Takeshi, c'est ce qui a vaincu le vent divin. Pas seulement les fusées de proximité, ou la technologie américaine, ou la capacité industrielle supérieure, mais la persistance simple et obstinée des jardins qui refusent de cesser de fleurir.
Les fleurs de cerisier tombent. Le jardin reste. Et cela, finalement, est suffisant. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.